Bonjour tout le monde et bienvenue dans Mes Lectures, l'émission qui parle de mes lectures, manga, BD ou comics avec toujours un tout petit peu de spoil. Comme d'habitude, si vous voulez mon avis sur un titre en particulier ou que vous voulez esquiver le spoil d'un titre en particulier, il y a le chapitrage en description et dans la barre YouTube. En description, tant que j'y suis, il y a un lien vers tous mes réseaux sociaux, TikTok, Twitter, Instagram, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre. Et avant de commencer, laissez un petit pouce bleu, un commentaire, partagez la vidéo, ça fait toujours plaisir. Ça permet à la vidéo d'être plus visible sur YouTube et à la chaîne de grandir, même si YouTube est en train tout doucement mais sûrement de mourir. Voilà, c'est dit, c'est fait, et on commence maintenant. Tout d'abord, le dernier tome du dernier envoi de Meian, donc le tome 16. Alors, normalement, j'aurais dû recevoir le tome 17 à 20. Il devait sortir fin février. Toujours pas arrivé, mais il a dit ça arrivera fin février. Et sur les sites, c'est marqué mi-mars. Et pourtant, je suis quand même fonctionné tous les 2 semaines, un mois, pour achat de 2 tomes, que j'ai pas encore reçu. Mais bon, passons. Qu'est-ce que j'ai pensé, j'ai pas dire passé. Pensé du tome 16, donc donc depuis le tome 15, on est dans le deuxième tour, les huitièmes de finale, si j'ai pas de bêtises, du Kengan, du tournoi Kengan. Donc on finit le combat entre Cosmo, Imai Cosmo et donc le bourreau, donc j'ai oublié le nom, excusez-moi, je vais le retrouver, Akoya. C'est Cosmo en sort vainqueur, mais ultra blessé. Donc, est-ce que les règles du deuxième tour vont s'appliquer pour lui et il va être remplacé par quelqu'un? Je ne sais pas. Parce que là, je le vois difficilement être une menace pour Oma dans le prochain tour. Là, vu comment il est brisé, il va prendre un coup, il va se coucher, quoi. Et après ça, on a le combat entre Oma et donc ce personnage-là, l'héritier, dont j'ai oublié, excusez-moi, j'ai oublié le nom, Kure Ryan, Ryan, je sais pas, Ryan, on va l'appeler Ryan. Donc l'héritier du clan Kouré, un clan d'assassins. Et en plus, c'est un combat entre père et fils interposé, parce que on parle un petit peu, parce qu'en fait, le clan Kouré bosse pour Undermount, une boîte d'informatique, qui a été fondée par le fils donc du patron de Oma, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi, j'espère qu'on est son nom, Kazuo Yamashita. Et donc c'est un combat entre deux, et en plus la défaite de l'un va marquer la mort de l'autre, c'est un petit peu violent. Enfin, si le père perd, son fils va mourir, donc ce qui fait qu'il sera il sera vraiment très perdant. Je crois que c'est s'il gagne, je sais plus trop exactement, bon. Oui, si il perd, son fils il meurt, donc en plus il sera doublement perdant. Voilà, donc Kengan Ashura, vraiment très très bien le combat entre Oma et le clan Kouré, oufissime, vivement le tome 17 pour lire la suite, parce que j'ai hâte de voir la fin du combat entre ces deux-là, surtout que lui, vraiment, c'est un monstre. Clairement, le combat va être oufissime, et il en reste encore une dizaine comme ça. Je suis pas prêt. Clairement, je suis pas prêt. Gannibal, tome 8, j'ai fait une petite vidéo sur ce manga et escale à Yokohama il y a quelques temps. Ça y est, donc là, de la suite de Gannibal, où on avait terminé le tome 7 avec la police qui était donc au courant que le clan Kouré était plus ou moins était des cannibales et qu'ils avaient la main mise sur tout le village. Une grosse intervention de police qui se fait mater, mais d'une force. Et il y a plein de révélations dans ce tome autour du clan Kouré et donc de la matriarche qui avait été cédée au début de la série, ou même un petit peu avant la série, sur le fait que Gin, Goto, et le fait que serait plus ou moins pas de ce clan en fait, et qu'on est en train de tous entendre que c'est peut-être une ancienne esclave, animale qu'on va servir à bouffer à la créature. Et pareil, la créature, il y a des petits indices sur le fait qui c'est exactement, on sait pas trop. Et on découvre aussi le destin des enfants. On dit ouais, c'était la plus jeune sœur, enfin c'était la seule fille d'une fratrie de deux frères et une sœur. Et les deux sont morts bizarrement. Et ils ont eu des enfants. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et là on découvre que ce sont devenus ses enfants. Il y a vraiment toute ça me fait vraiment penser à Dolmen, comme je le disais dans ma vidéo, la série sur TF1 qui date début 2000, où il y a vraiment des histoires de famille qui datent il y a 50 ans, parce que là, il y a un mec, son grand-père s'est fait tuer et il a la haine contre ça. Tu dis, l'histoire, elle a 50 ans, ils sont encore là-dessus. C'est vraiment des petites histoires de famille, de petits villages, etc. Sous fond, en plus de cannibalisme et d'enquête policière. C'est vraiment super bien. Il reste plus que 5 tomes. Je pensais vraiment que le tome 8 marquerait une ellipse, parce que je me suis dit, est-ce qu'on va pas aller trop loin pour que ça puisse continuer encore trop longtemps? Visiblement non, mais j'attends vraiment la suite avec impatience. Plus que 5 tomes. J'espère qu'on aura la fin d'ici la fin de l'année.
Grand Blue, tome 7, alors j'ai aussi le tome 8, mais je ne l'ai pas encore lu parce que j'ai envie d'espacer un petit peu mes lectures de Grand Blue pour en profiter le plus possible, parce que si le tome 9-10 sort dans 4 mois, j'ai envie de me dire que je vais avoir qu'un mois d'attente entre le prochain tome et entre le dernier tome et le suivant, donc je vais attendre d'avoir la date du prochain tome, enfin des prochaines séries de tomes pour lire le tome 8, donc comme on le voit sur la couverture, bon, c'est le tome qui introduit Shiori, alors qu'on avait vu à la fin du tome 6, on nous montrant que c'était une putain de hackeuse en fait, et on faisait croire à tout le monde qu'elle connaissait rien à l'informatique, et en fait c'est une méga hackeuse, et donc là elle rentre officiellement dans le récit parce qu'elle vient retrouver son grand frère Iori, et je crois que c'était déjà dit dans le petit bonus du tome 6, elle déteste son frère mais elle fait croire qu'elle l'adore. Et il y a toute une histoire sur le fait que en fait, son frère ne va pas reprendre le commerce familial, donc une auberge, et elle n'a pas envie de reprendre ça. Et donc elle n'a pas envie d'être pieds et poings liés à cause de son frère, et donc elle veut absolument que son frère soit respecté par ses parents, et donc qu'il soit l'héritier de l'auberge, ce qui fait qu'elle le déteste, et en plus Yori lui rend bien, parce que c'est vraiment, des fois il est vraiment trop con. J'adore il y a un passage qui m'a fait hurler de rire, c'est quand ils vont faire de la plongée, et donc on dit ouais Yoshiori tu viens avec nous, tu veux un maillot de bain? Et donc t'as Shisa et compagnie qui dit ah si on te prête un maillot de bain. Et elle fait ah mais c'est pas la peine, ça n'ira pas. Et t'as Yori qui lui touche le sein et dit c'est vrai que ça n'a pas encore poussé. Et d'un coup tu vois la page suivante, elle a une tête en mode toi je vais te tuer. Toi et toute ta descendance, c'est un truc de... Et mais elle a vraiment une tête de... C'est génial, j'adore la tête qu'elle fait avec les veines, juste le petit point, genre elle est énervée au possible, j'ai pleuré de rire devant cette scène. Et on a aussi, le tome marque une révélation sur Shisa, qui serait pas la cousine de sang de Yori, ce qui fait que ça va pouvoir alimenter le fait que ils puissent se marier, ça sera pas consanguin, etc. Là, c'est vraiment les délires un petit peu japonais où c'est genre c'est ta cousine mais c'est pas ta cousine, ou c'est ta petite sœur mais c'est pas ta petite sœur, donc tu peux le faire, c'est légal. Alors que bon, intellectuellement, c'est quand même un peu bizarre. Voilà, de dire t'as quand même partagé le souvenir avec elle, tu la considères comme ta cousine. Ok, en termes de lien de sang, il y a rien, mais il y a quand même le lien spirituel de dire c'est quand même ta cousine, tu penses que c'est ta cousine, c'est bizarre. Là, c'est vraiment des délires un petit peu japonais où là. J'aime jamais vraiment trop ça dans les mangas. On passe maintenant à l'avant-dernier tome de Teenage Renaissance, David Kuhn, même si c'est pas marqué, toujours aussi bien, et je suis toujours aussi dégoûté du fait que la série ne fera que 4 tomes, alors ça sera 4 super tomes, mais il y a tellement d'idées intéressantes que je suis vraiment un peu dégoûté que ça soit si court. Ça reste dans le... Il n'y a pas trop de nouveautés dans ce tome-là, enfin si, il y a un nouveau personnage qui apparaît, Narcisse, que je trouve génial, où il dit oui, je suis le plus bel homme du monde, les filles font la queue pendant 3 heures, genre même les mecs qui font, enfin c'est Walt Disney ton truc, pour m'avouer ses sentiments, alors à chaque fois je les repousse, et il tombe amoureux de Vénus, et Vénus lui dit ah, j'ai pas le temps. Il dit oh attends, je me suis fait repousser. J'adore ce personnage. Juste le fait qu'il soit exagéré au possible dans le délire du beau gosse que tout le monde kiffe, j'ai vraiment beaucoup aimé. On a aussi un peu de trucs par rapport à Lena, la petite sœur de David. Il y a même alors il y a un petit bonus sur un one shot de l'auteur que j'ai pas kiffé plus que ça. Et par contre il y a un petit bonus intéressant sur la copine de Goliath, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi. On découvre un peu comment ils sont devenus potes, comment elle est amenée à avoir son casque et toujours le suivre. C'est vraiment super intéressant et c'est dommage que ce soit juste un bonus parce que c'est limite un des chapitres les plus cool de la série pour l'instant. J'ai vraiment aimé le passage où elle va prendre un livre et qu'elle se rend compte que c'est pas juste un rustre et que ça finit avec un petit baiser et qu'il lui dit non mais faut pas embrasser les mecs comme ça, hein, t'es une jeune fille, faut que tu sois bien sur tout rapport. Et il dit non mais en fait c'est toi que je kiffe. J'ai kiffé, voilà, j'ai vraiment... c'est vraiment dommage qu'il reste plus qu'un seul et malheureux tome. Ah, je suis un peu dégoûté. 4e tome de Beck, c'est toujours aussi bien, hein, clairement, et je comprends enfin le sous-titre Mongolian Shop Squad, en fait, c'est le titre du groupe à l'international. Au Japon, il s'appelle Beck, et aux États-Unis, il s'appelle Mongolian Shop Squad. Et donc, je parle des États-Unis parce que le groupe a fait leur premier album, il y a eu un petit reportage sur eux, et donc ils partent à l'international, oui, donc sous ce groupe-là, ils sont diffusés, sauf qu'en fait, on va découvrir un peu les origines de Beck, donc le chien, la guitare du guitariste Ryosuke, avec ses impacts de balles, et on découvre qu'il les a volés à des mafieux, et que c'est un petit peu, enfin des mafieux, des mecs qui sont liés aux gangsters, c'est un peu le bordel, et ils viennent au Japon pour récupérer leurs affaires. C'est vraiment super bien. L'histoire entre le héros et la petite sœur de Ryosuke, ça oscille et ça commence à devenir un petit peu chiant. Alors je pense que la série va jouer là-dessus pendant toute l'œuvre et ça va être un peu dommage parce que tu sens qu'elle le kiffe, le héros le kiffe,
et à chaque fois, il y a une petite connerie qui fait que ça repart à 0 et c'est un petit peu dommage et en plus, j'aime bien, c'est que le passage où Ryosuke et sa sœur, viennent chez lui et Ryosuke il fait: «Bon, moi je vais me coucher, je rentre chez moi» et sa sœur dit: «Oh moi je reste ici, bon, je vais dormir» et le frère fait: «Tiens, protège-toi». Voilà, je trouve ça génial et surtout que, bah, arrête dans son lit, donc tu te dis: «Bon, mec, au bout d'un moment, peut-être, franchement, tu sais qu'elle te kiffe, au bout d'un moment, fais quelque chose, au moins embrasse-la, quoi, genre, fais quelque chose. C'est c'est un peu énervant, surtout qu'en plus, le frère, c'est même pas t'es même pas sur un frère protecteur qui lui dit Tu touches pas ma sœur, il dit Je sais que t'es un type bien, tu la rendras heureuse, fais quelque chose. Et là, c'est un peu dommage, et en plus, il y a toutes ces, en plus, ces histoires de triangle amoureux qui commencent à apparaître, ce qui est un peu relou. J'espère que la série va se détacher un peu de ça, va vraiment officialiser leur relation pour que ça aille un peu plus loin, parce que si c'est 25 tomes sur je te cherche, tu me quittes, je te cherche, tu me quittes, ça va vite me saouler. Le deuxième et dernier tome des chefs-d'œuvre de Junji Ito, la première œuvre en série de Junji Ito chez Mangetsu, parce que on a vu pour l'instant que des one-shots, enfin des intégrales. J'ai bien aimé, mais j'ai préféré les histoires, la plupart des histoires du premier tome, je pense. Alors je sais pas comment ça a été publié au Japon, si c'est sorti bien des années après, ce qui fait que l'auteur a dû choisir d'autres récits peut-être moins intéressants. Et alors il y a des histoires qui sont super bien, mais j'avoue que comparé à ceux du tome 1, il y avait que des trucs que j'ai kiffé, il y a certaines histoires là-dedans, j'étais un peu mouais, genre l'histoire avec les pierres tombales, j'ai mouais, j'ai bien... Alors, il y en a une qui m'a fait bizarrement très rire, c'est l'histoire de la jeune fille qui harcelait un garçon, qu'elle le retrouve plus tard, qui sont ensemble, qu'elle tombe enceinte, le mec se barre, donc elle se retrouve avec le fils du mec qu'elle a harcelé étant gamine, et cet enfant lui ressemble exactement. Et elle revient sur ses travers d'enfant, et elle se rhabille comme elle était quand étant gamine, avec ses couettes, et ça finit avec elle en adulte, avec sa tenue d'enfant de 8 ans. J'ai trouvé ça tellement drôle. Je sais pas si c'était voulu, mais moi ça m'a fait vraiment rire. Ouais, par exemple, l'histoire avec le gamin qui se fait écorcher, où ils retirent la peau pour devenir beau, ça m'a pas marqué plus que ça. On a aussi l'arrivée de... Alors je sais plus comment il s'appelle, c'est Soichi, qui apparaît dans ce tome-là, deux petites histoires sur lui, qui font plus des liens avec d'autres histoires de Junji Ito. Il y a une histoire où il rencontre la mannequin à tête de requin qu'on avait dans le tome 1 des chefs-d'œuvre de Junji Ito, et il y a une histoire où on parle de Tomie, et à la fin on voit Tomie, et t'as l'impression que Junji Ito crée un multiverse d'histoires d'horreur où toutes les histoires sont connectées les unes aux autres. Ça serait génial de dire que Tomie va apparaître dans Spiral, elle va apparaître dans Gyo, etc. Je trouve ça génial. Et j'ai aussi beaucoup aimé la fille limace, la femme limace, qui est vraiment écœurant. La page où elle sort sa limace de sa bouche, vraiment cradingue. Hein. J'ai fait, oh, ça me rappelle l'épidémie, c'est écœurant. Mais c'est vraiment bien, mais encore une fois, j'ai préféré le premier tome pour les histoires, mais après ça reste pour moi hyper intéressant pour découvrir un peu la plupart des univers de Junji Ito. Ça reste un tome hyper intéressant. The Fable tome 6, un bon tome avec donc l'histoire entre Misaki, si je dis pas de bêtises, et Kojima, donc le Yakuza la cicatrice, qui l'a harcelé, qui l'a forcé à se prostituer à des vieux dégueulasses. Vraiment très sombre comme histoire, je m'attendais vraiment pas à que ça aille aussi loin, avec un Fable qui intervient à la fin et qui fait un massacre, même s'il n'a pas tué beaucoup de monde, mais ça part vraiment, c'était caché. J'ai bien aimé, mais je pense que je vais relire d'abord les 6 tomes pour le tome 7, parce que j'aime bien Fable, mais je kiffe moins que d'autres, où les gens ils sont à fond dessus. Moi je fais, ouais c'est bien, mais je pense que me relire les 6 tomes pour me remettre un petit peu dans le bain, ça me fera du bien. Donc je vais peut-être pas en parler du tome 7 tout de suite, ou du tome 8, je vais peut-être attendre qu'il y ait quelques tomes pour tout me lire, peut-être kiffer plus comme ça, parce que j'avoue qu'avec le rythme de publication, même si on a un tome tous les 2 mois, c'est bien. J'ai besoin de peut-être en lire plus d'un coup pour mieux apprécier l'œuvre, donc je vais peut-être attendre un petit peu avant de reparler de The Fable, mais ça reste quand même une très bonne lecture. Fairy Tail, l'intégrale, tome 9, donc c'est le tome qui marque la fin de le festival de Fairy Tail, donc avec la fameuse la pause qui est devenue mythique pour les fans de Fairy Tail où ils font juste ça. One Piece, ils faisaient ça avec une croix, c'était déjà mieux. Hein. C'est le tacle facile. Vraiment super arc. Ça dépote, c'est surtout le côté, ouais, le pouvoir de l'amitié. Ils ont fracassé la gueule à Luxus avec leur grosse coronesse. Il n'y a aucun pouvoir de l'amitié là dans ce combat. Ou alors, oui, il y a le moment où ils font, oui, on va t'aider, le Natsu, mais en fait, ils retardent juste une attaque de Luxus, c'est tout. Hein. Ça a servi en rien. Ça a juste énervé Luxus plus qu'autre chose, en fait, hein, ce qu'ils ont fait. Ça a peut-être même rendu encore plus fort. Donc ils ont peut-être foutu encore plus le bordel. Mais
C'est vraiment un bon arc et alors en plus, alors ce qui est marrant, c'est que maintenant que je connais l'histoire, enfin, j'ai des souvenirs, plus ou moins frais, de la suite de Fairy Tail. On a l'apparition de Iwan, donc le fils de Makarov et donc le père de Luxus, et tu Makarov qui découvre, enfin, il avait envoyé Gadji dans un agent double et Gadji dit: «Ouais, votre fils est là». Il fait: «OK, je vais m'en occuper». Il s'en occupait quand exactement? Parce que quand tu regardes les arcs suivants, à aucun moment il s'occupe d'Iwan. Alors, il s'en occupe d'une autre manière plus tard, mais je m'attendais vraiment, en lisant ce passage-là, qu'il allait y avoir un arc contre Raventail, clairement. Et finalement, Raventail, c'est une petite menace dans un futur arc, mais c'est pas la... Je pensais vraiment qu'on aurait un arc un petit peu comme les Horation Seis, Tartaros, ou je sais plus comment s'appelle la troisième, Grimoire Real, où on aurait vraiment un arc sur eux, et finalement c'est juste une petite menace dans un arc beaucoup plus impressionnant. C'est un peu dommage, j'ai l'impression que l'auteur il s'est peut-être foiré, ou il les a oubliés, ou il est parti sur des trucs un peu plus vénères et il savait plus trop comment faire. Voilà, ça m'a un peu surpris. Alors si des gens ont des explications en commentaire. Et donc on arrive sur l'arc de Horation Seis. Alors j'ai reçu le tome 10 et 11. L'arc de Horation Seis se termine au tome 11. Il fait 2 tomes et demi comme ça. C'est énorme. Je m'attendais pas à ce que l'arc Horation Seis soit si gros. C'est un truc de fou. Donc j'ai hâte de voir ça, surtout qu'en plus Wendy, comme je disais, avait été teasée à la fin de l'arc de la Tour de l'Infini. Donc on la voit enfin apparaître. Alors j'ai cru comprendre que l'auteur avait changé son design entre temps. C'est pour ça qu'elle a un look plus de gamine. Et j'ai hâte de voir ça, surtout que la Horation Seis. J'ai des bons souvenirs aussi, avec des bons combats, notamment Cobra. J'aimais bien le personnage de Cobra, Hot Eyes, et Midnight et son père, le Brain. J'ai hâte de revoir les combats, vivement. Vivement le tome 10 et le tome 11, dont j'en parlerai dans une ou deux vidéos. Voilà, maintenant on va quitter un petit peu le monde des mangas et parler un peu plus de comics et de BD. Alors, un comics et quelques BD. Et on commence avec le tome 5 de l'intégrale de Invincible. Alors on est, par rapport à l'animé Prime, on est vraiment très 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 loin parce que plein d'arcs narratifs qui avaient été commencés dans l'animé sur Prime ont déjà eu des résolutions dans les tomes 3-4, donc là on a des nouveaux arcs ou des suites de ces arcs narratifs-là qui commencent, notamment avec Golem et la Mafia. On commence à nous remettre un petit peu les étoiles de mer de l'espace de Mars. Il y a tout le délire autour du père de l'Invincible, Omniboy, enfin Omniprime, Omniman Boy, Kid Omniman, qui pète un câble, qui fait un petit peu le parallèle avec Red Hood, ou l'assistant qui devient un petit peu trop violent et que même Invincible qui pète un petit peu un câble, qui devient un peu plus violent. Vraiment super bien. Il y a aussi toute la scission avec Cécile, le gouvernement, etc. Et ça part vraiment en steak. Vraiment, le tome part dans tous les sens. Il y a des troubles partout. En plus, le tome finit aussi par l'introduction. Enfin, on avait teasé au tout début du tome, le mec qui vient du multiverse et qui commence à redevenir un peu plus important à la fin du tome, ce qui fait que le tome 6 va peut-être exploiter un peu plus les timelines et le multiverse. Même le tome parle aussi un peu du voyage dans le temps, enfin, ça part dans tous les sens, mais c'est vraiment toujours aussi bien. Il y a juste un petit défaut à ce tome, alors c'est le tome en lui-même. C'est une édition intégrale qui a été créée aux États-Unis, où ils ont des dos qui sont dégueulasses. Je les ai vus, c'est juste des couleurs unies, et qui sont même moins beaux que ça. C'est vraiment un blanc avec des couleurs un petit peu moches. Et Delcourt a eu l'idée génial, je trouve, de mettre un petit personnage ici pour représenter l'œuvre. Donc tu auras une fresque de 12 personnages importants, un peu une sorte de Justice League d'Invincible. Et c'est une bonne idée, sauf quand tu fais 2 fois le même personnage. Ouais, le personnage qui est sur le tome 5, c'est le même que sur le tome 4. Alors ça serait des jumeaux, je dirais, ah, c'est drôle, et surtout s'ils avaient fait un mirror du truc, mais là même pas. Ce qui fait que dans ma bibliothèque, j'ai Invincible, j'ai son père, j'ai Eve, j'ai le Cyclope, C'est... Ah, l'idée était bonne au début, mais là, j'avoue qu'ils sont foirés. Alors, s'ils me disent, oui, on va réimprimer, ça sera corrigé. Ouais, mais moi, je l'ai acheté, je fais quoi? Je vais le jeter à la poubelle, je vais en racheter un autre à 20 balles? Vous êtes malade? La meilleure idée, ce serait peut-être de mettre un autocollant, fournir un autocollant avec le tome 6, pour qu'on puisse corriger ça. J'espère qu'ils vont faire quelque chose, parce que là, j'avoue que je suis un petit peu dégoûté d'avoir ça. Alors, c'est pas gênant en soi, mais c'est vrai que, une fois que tu le vois dans ta bibliothèque, tu vois que ça, et c'est gênant. C'est comme quand tu as une fresque et qu'il y a, vous savez, vous avez des tomes d'une couleur, et tu as un tome où la couleur est un peu délavée. Une fois que tu vois ça, tu vois que cette couleur délavée, et ça te fait chier. Et moi c'est pareil, là je vois que ce Cyclope maintenant, et ça m'énerve. Alors que pourtant, la série est bien,
C'est dommage, hein, en plus, blablabla. Parce qu'en plus, à l'origine, je trouvais l'idée très bonne de mettre des personnages ici, mais là, il fait juste ben, changer le personnage, quoi. C'est con. Maintenant, on va parler d'une BD, alors elle est tristement d'actualité, c'est Klezmer. Alors c'est une BD, alors c'est un intégral en 2 tomes d'une BD de Johann Sfar, qui, d'après ce qu'on m'avait dit, et c'est marqué au dos, Klezmer est peut-être une réponse ashkénaze au chat du rabbin. Donc en fait, dans cette histoire-là, on va suivre des juifs qui sont pas hyper religieux, comme le rabbin d'Algérie dans le chat du rabbin, qui a fond sur la religion, la religion, la religion. Ici, ils font de la musique, ils volent, c'est un petit peu des truands. Et ça se passe en Ukraine. Enfin, une partie en Ukraine, ils veulent aller à Odessa, ils traînent leurs instruments dans les steppes d'Ukraine avec Odessa. J'ai lu ça 2 jours après, il y a eu Poutine. Ah, j'étais pas bien. c'est le genre d'histoire où bah, je me dis, bah, c'est dommage. Enfin, c'est tristement d'actualité, voilà. Après, c'est vraiment super tome. Alors, j'ai lu que le premier tome de Klezmer sur les 3-4 dents, parce que ça reste un gros pavé de 300 pages. Chaque tome fait 100 pages, et c'est tout dessiné à l'aquarelle. Alors, on retrouve le style propre de Johann Sfar, mais c'est vrai qu'avec l'aquarelle, c'est des fois très dur à tout saisir. C'est pas moche, mais c'est vrai que son style très un peu brouillon, un petit peu rond, un petit peu, comment dire, parkinsonien, on va dire, le fait que tout soit un petit peu pas lisse, mais vraiment tout tremblotant, bah avec l'aquarelle, ça rajoute une vraie beauté, mais en même temps, c'est des fois très compliqué à tout saisir, à tout bien comprendre, tout lire, et ça reste très plaisant. Alors en plus de ça, la narration on oscille entre deux groupes de personnages au fur et à mesure avant de se retrouver à la fin du tome, ce qui fait que on peut vite être perdu, et en plus il y a toute une culture juif, pays de l'Est, que je connais pas, ce qui fait que c'est très compliqué à tout saisir, à tout comprendre leur délire, etc. Mais ça reste très plaisant. Je vais lire le tome 2, le tome 3, et j'en reparlerai au fur et à mesure, sachant qu'en plus le deuxième et dernier tome qui va regrouper le tome 4 et 5 sort au début du mois de mars. Bah, j'aurai de quoi. Je vais en parler, de toute façon, c'est pareil, je vais parler du chat du rabbin régulièrement. J'ai 2 tomes à lire prochainement, donc j'en reparlerai dans mes lectures. Ensuite, on parle d'une nouveauté, c'est Les songes du roi Griffu. Alors, c'est une BD qu'on m'a conseillé, mon livre m'a conseillé, je suis tombé sous le charme de la couverture, j'avoue qu'avec le dragon, etc., il y avait quelque chose qui m'a plu dans la couverture. Et donc, dans cette histoire, on est dans une sorte de... alors, dans un pays, dans un monde d'heroic fantasy, mais qui rappelle un petit peu notre monde. Je dirais qu'on est en Europe clairement, mais est-ce qu'on est en Angleterre ou en France, je sais pas trop. Et donc c'est une contrée où il y a des ours sauvages, etc. On va suivre un petit paysan, sa sœur va se faire enlever par une secte, il va devenir un soldat pour le seigneur local. Ça part un petit peu dans tous les sens, c'est super plaisant à lire. Il y a un 2e tome de prévu et j'ai hâte de lire. En plus, j'aime vraiment beaucoup la patte artistique, je vous mettrai des photos de toute façon à côté, des pages. J'aime beaucoup la direction artistique, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas forcément tout saisi à l'histoire, ça part un petit peu, comme je dis, un peu dans tous les sens, enfin dans tous les sens. C'est vrai qu'il y a un petit côté mystique où il rencontre un druide qui l'emmène voir le dragon, etc., où il récupère une dague. Là j'ai fait, ouais, ouais, c'est peut-être un petit peu... j'étais peut-être pas forcément bien réveillé quand j'ai lu tout, j'ai tout lu, donc je me relirai ça, un de ces 4. En tout cas, j'ai beaucoup aimé, je vous conseille, c'est vraiment une super BD. Et maintenant, on finit comme d'habitude avec Astérix. Alors, j'ai lu le tome 6 et le tome 7 parce que j'en ai quelques-uns d'avance et mine de rien, j'ai pas envie de me faire trop devancer par mes achats et mes lectures. Donc, on va parler du tome 6, donc Astérix et Cléopâtre, donc, qui est très connu, qui est pour beaucoup l'une des meilleures bandes dessinées Astérix. Et c'est vrai que sur les 5 que j'ai vus jusqu'à présent, il y a quand même un level au-dessus. Alors déjà, le fait que on change totalement de contrée, là on est vraiment dans le désert égyptien, donc on est vraiment dans un nouveau décor qu'on avait encore jamais vraiment vu dans Astérix jusqu'à présent. C'était vraiment un petit peu toujours les petites forêts ou les petites villes romaines ou les petits cahutes gauloises. Là on est vraiment dans un décor totalement différent et c'est vraiment super bien. Alors, j'avais déjà vu plus d'une fois le film d'animation, j'avais vu plus d'une fois le film d'Alain Chabat, donc j'ai retrouvé la plupart des blagues, les idées d'origine qu'on retrouve dans le film d'animation et le film live, et c'est vraiment une super BD. Je comprends qu'elle soit adorée. Et alors moi j'ai une édition spéciale que j'avais trouvée, je ne sais plus où, chez mon libraire, je sais pas si c'est mon libraire ou ailleurs où je l'ai trouvé, où il y a un petit carnet de 16 pages en plus qui donne des informations, et notamment on a une page du script de Goscinny, où il explique, je crois que c'est la toute première page où il dit Uderzo, voilà, il fait case 1, personnage fait ça, il dit ça.
Et donc tu te dis, ok, donc Uderzo, il bosse avec ça. Une page où on lui dit case 1, enfin, bande 1, case 1, genre César se lève. Donc il dessine César qui se lève. Case 2, il embrasse Cléopâtre, etc. Et c'est super intéressant. Surtout qu'en plus, j'ai cru comprendre que. Alors je passe du Calan, qu'en ce moment, enfin, à Angoulême, il y aura une exposition sur Cossini, et donc son travail. Donc je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à trouver dans le travail d'un scénariste? Et là maintenant, j'avoue que je suis assez curieux de voir en fait les scripts, peut-être les idées, et peut-être les crayonnés des personnages qu'il a imaginés, qui ont ensuite été remodelés par Uderzo. Donc là, je suis très curieux, j'ai hâte d'aller à Angoulême. Normalement, j'y vais les 3 premiers jours, peut-être le 4e, je sais pas encore. Ça dépendra si je reste plus longtemps ou pas. Donc voilà, si vous allez à Angoulême, vous pourrez peut-être me trouver. Je pousse celle-là et maintenant je parle du tome 7, donc le combat des chefs. Alors en fait, cette BD a inspiré le coup du menhir, dans lequel Obélix lance un menhir à Panoramix et qui perd la tête. Où là où le film traite que de ça, la BD traite de ça, et en même temps on a le combat des chefs, où donc est un chef gaulois qui est devenu romain, qui s'est très romanisé. On lui dit, hey, faut qu'on amarre ce village gaulois, tu vas le conquérir en tant que chef gaulois, donc avec les traditions gauloises, et comme ça, après, tu vas les romaniser. Et lui, il fait, ok, je suis romain, donc je vais le faire. Donc c'est une tradition gauloise où un chef peut avoir plusieurs villages à sa botte, et donc il y a ce combat-là qui est vraiment très très cool, avec vraiment intéressant de mettre un peu plus en avant Vercingétorix. C'est ça, Vercingétorix? Non, c'est pas Vercingétorix, c'est Abracrourcix. Vercingétorix, c'est le vrai chef gaulois, c'est le grand leader gaulois. Voilà, une bonne BD, mais j'avoue que après Cléopâtre, c'est bien, mais Cléopâtre, t'es tellement allé haut que le suivant, c'était sûr qu'il pouvait être que casse-gueule, et c'est un petit peu dommage. Donc voilà, c'était ma vidéo, mes lectures. J'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo. Ça fait toujours plaisir. En description, comme je l'ai dit, vous avez des liens vers tous mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Twitter, etc. Et maintenant que c'est dit, je vous dis à plus, et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!